Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour notre conférence AMO idéal à l'Académie du Climat. On a la chance d'avoir cette belle salle des mariages. On démarre aujourd'hui notre cycle de conférences sur le logement. On va donc avoir 3 conférences sur cette thématique. Et aujourd'hui, notre thème est la qualité du logement, l'habitabilité du logement. Et donc on a avec nous Catherine Sabat, qui est la déléguée générale d'Idéal, l'Institut des hautes études pour l'action dans le logement, qui va nous présenter son étude qui a été faite sur justement comment définir la qualité du logement. Et puis on a avec nous 2 maîtres d'ouvrage et un architecte. Laura Vassileff de la RIVP. Voilà, Laura Vassileff a été à l'OPAC, ensuite à la ville de Paris, et puis à la RIVP. Elle a à son actif la très belle opération de l'îlot Saint-Germain, qui a été l'équerre d'argent. Donc, elle saura nous parler de qualité. On a aussi Lucie Molina, de chez ICAD. Lucie connaît bien la promotion privée puisqu'elle a travaillé, elle est passée par Nexity, Bouygues Immobilier, Quartus, et puis maintenant Lucie est chez ICAD. Lucie est urbaniste de formation et elle a toujours travaillé le logement à la fois dans la qualité et dans l'usage, le soin apporté à l'usage du logement au service du territoire et de ses habitants. Et puis Raphaël Gabrion, architecte. Raphaël est un architecte qui est très attentif à la qualité du logement, à l'usage du logement. Il a des belles opérations en cours aujourd'hui avec le quartier Chapelle-Charbon, des bâtiments hors site, construits hors site, construction bois et pierres massives, et puis également une belle opération à Versailles, 150 logements, maisons individuelles à Versailles en pierre massive. Il n'y en a pas 150. Il n'y en a pas 150, alors voilà, mais il y en a un grand projet ICAD. Voilà, et donc l'idée, c'est à partir de la présentation que va nous faire Catherine de l'étude d'Idéal, d'échanger sur quelle est la qualité du logement, comment est-ce que le logement surtout a évolué avec la crise du Covid et tous les bouleversements de notre société et la prise de conscience climatique, et comment on fait pour faire du logement de qualité accessible aux acquéreurs et désirable. Voilà, merci à tous. Merci Céline. Bonjour Mathias. Je n'ai pas présenté Mathias, mais je me suis pas présentée non plus. C'est une grosse erreur. Voilà. Donc, moi, je suis Navarro, coprésidente de l'association avec AMO. Mathias Navarro, voilà. Donc bonjour à toutes et à tous. Oui, l'intitulé de la conférence, c'est logement, bon plan ou bon bilan. Et l'idée, c'est de ne pas avoir à choisir entre l'un et l'autre et de pouvoir réussir les deux. On va voir peut-être si c'est possible ou pas. On est remonté un peu au moment du Covid parce que il me semble, et à Idéal un peu, nous, on est très attentif à la qualité du logement. C'est un peu notre ligne éditoriale de dire on défend la qualité du logement par toutes les portes possibles par lesquelles on peut entrer. Donc c'est la qualité de conception, la qualité d'accessibilité, la qualité urbaine, la qualité de construction technique, etc. Comment avoir un logement dans lequel on peut habiter confortablement et qui reste accessible financièrement. Et en fait, le Covid, alors ça a l'air d'être très très loin, mais en fait, c'est aussi un moment de prise de conscience autour du logement parce que on a été 23 heures sur 24 et pendant 55 jours confinés chez nous avec l'obligation de tout faire dans ces surfaces qui n'étaient pas prévues pour tout faire tous en même temps. Et en fait, peut-être que certains défauts de nos logements ne sont apparus de manière un peu plus évidente et que l'idée, c'était ensuite de faire mieux. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a eu beaucoup de promesses en disant le jour d'après, qu'est-ce qui se passera? Le jour d'après, les logements seront tous traversants. Le jour d'après, il y aura des espaces extérieurs. Le jour d'après, ci, ça. Et notre souci, c'était de revenir 6 ans après sur ce jour d'après et voir un petit peu la réalité des choses. Pendant ces 6 ans, il s'est quand même passé des choses. C'est-à-dire que il y a eu la crise de l'énergie, il y a eu la hausse des prix des matériaux. Je mets tout ça dans le désordre. La chute des permis de construire et une chute de l'offre de logements neufs très importante. Des taux d'intérêt élevés
une période d'inflation qui se sont appliquées à des prix qui étaient déjà très très hauts et donc qui ont provoqué l'insolvabilité des ménages, des effets de plus en plus visibles, fréquents et graves de la crise climatique, vraiment ressenti dans les logements, c'est-à-dire que peut-être avant le Covid, on s'inquiétait beaucoup du confort d'hiver. Maintenant, on s'est aperçu que le confort d'été, c'était peut-être ça l'essentiel, ou en tout cas, c'était aussi important. Et une urgence de plus en plus grande à s'occuper de ce qui existe déjà, plutôt que de penser toujours à construire plus. Une crise budgétaire, et puis des débats, alors crise budgétaire à l'échelle de l'État, à l'échelle des ménages aussi, hein, et puis des débats non résolus sur la priorité entre réponse environnementale et réponse sociale. Donc évidemment, on essaye de traiter les deux, mais la vérité, c'est qu'on a quand même un peu de mal à le faire. La question qui se pose aussi, c'est est-ce qu'on est dans une crise avec un retour en T possible, c'est-à-dire une crise, ça finit, puis on reprend business as usual et on recommence, ou est-ce qu'on est dans un bouleversement beaucoup plus critique et beaucoup plus fort, auquel on a du mal à répondre, il faut bien dire, qui est provoqué par un changement de modèle de société, un changement de modèle démographique, un changement d'environnement climatique, et qui fait que l'idée de construire du logement dans une période de croissance avec une industrie qui est habituée à produire dans ces conditions-là, ce n'est peut-être plus possible, donc il faut réfléchir autrement. Alors, juste pour commencer, moi je voudrais vous présenter les résultats d'une étude qui pourrait être le socle de discussion, mais pas uniquement, que nous on a demandé, donc nous Idéal, l'Institut des hautes études pour l'action dans le logement, pour ceux qui ne savent pas, c'est un think tank et un institut de formation sur le logement. Et donc, on travaille souvent avec des étudiants. Là, ce sont les étudiants de l'école d'archi de Bordeaux et de Sciences Po Bordeaux, avec un atelier qui, depuis 10 ans, fonctionne ensemble. Donc, ils s'occupent à la fois de la conception, de l'architecture et des politiques publiques. Et là, on s'est dit, bon, alors 6 ans après, prenons une agglomération, Bordeaux, et regardons ce qui s'est passé, la métropole de Bordeaux. Ça faisait suite à un sondage qu'on avait fait pendant le confinement qui s'appelle Aux confins du logement. Ensuite, une étude sur la qualité des logements. On a regardé les plans de manière très précise pour voir si entre 2000 et 2020, la construction s'était dégradée, comment la qualité des logements, qu'est-ce que ça donnait. Et là, on est allé voir un peu ce qui s'était passé. Donc, en fait, ce qui est intéressant dans ce qu'ont fait ces étudiants, c'est qu'ils ont bien montré que le Covid a reconfiguré les usages dans le bâtiment. Donc, effectivement, on a commencé à tout faire chez soi. Et évidemment, vous avez des souvenirs de cette période où il fallait faire du sport, les loisirs, l'école, tous déjeuner au même moment, à la maison, etc. Donc, ça a vraiment et travailler, bien sûr, et travailler. Ça a vraiment beaucoup changé les usages. 4% des travailleurs et travailleuses télétravaillaient en 2019 et 22% en 2024, avec aussi toutes les inégalités que ça suppose, parce que tout le monde ne peut pas télétravailler ni chez soi, ni télétravailler tout court. Donc finalement, assez rapidement, on s'aperçoit que le parc de logement est encore inadapté aux enjeux sanitaires et est vecteur d'inégalité. Donc ça, c'est la diapo suivante. Et puis une question, le Covid, évidemment, c'était une pandémie, donc une question de prise en compte de la santé dans le logement. Selon l'ANA, donc 450 000 logements sont potentiellement indignes, ça fait beaucoup quand même. 30% des Français ont souffert du froid dans leur logement durant l'hiver 23-24. 16,8% des logements sont trop exposés au bruit et des surfaces qui se réduisent aussi. Alors ça, c'est un truc qu'on avait montré après le Covid et après notre étude. Et puis il y avait eu aussi le rapport Girometti-Leclerc qui montrait ça, etc. Après, la question, c'est, OK, les surfaces peut-être se réduisent, pas partout. Et puis surtout, les ménages se réduisent aussi. C'est-à-dire que la taille des ménages, elle ne correspond plus à la famille nucléaire avec 2 parents, 2 enfants. J'ai vu sur des chiffres, je crois ce matin, que la France est championne d'Europe. Enfin, c'est pas un bon record, mais du nombre de familles monoparentales. Donc les ménages se réduisent aussi. Et quand on fait une projection, l'INSEE le fait d'ici à 2050 ou 2070, on s'aperçoit que les nouveaux ménages, ça va être surtout des personnes seules ou 2 personnes. Les nouveaux ménages étant les ménages qui décohabitent ou les personnes âgées qui deviennent veufs et veuves ou qui disparaissent. Donc là, il n'y a plus de ménage.
Mais donc, en fait, l'avenir, c'est plutôt des petites familles et donc des surfaces pas forcément grandes dont on a besoin, avec aussi la question de la sous-occupation, la question de la suroccupation. Enfin voilà, c'est un peu moins binaire que ce qu'on dit. Mais en tout cas, la santé a été prise en compte. Donc des chercheurs comme Yankel Fijalkov et Yanira Wilson ont réfléchi à la notion de stress résidentiel. Donc qu'est-ce qui fait que chez soi on est stressé par le bruit, la chaleur, le manque de place, la difficulté aussi à faire fonctionner son logement quand il est trop technologique. Donc la domotique, ça marche jamais. Et puis il y a des gens qui se sentent complètement perdus par rapport à ça. Ça crée en fait du mal-être et jusqu'à parfois du malaise et des problèmes de santé mentaux. On a vu plusieurs expositions, plusieurs réflexions. L'urbanisme du Caire aussi, c'est quelque chose qui est monté en puissance depuis. Et par exemple, le bailleur Arcade Vive a mis dans sa ligne de production des logements une notion de santé qui va depuis le logement, l'intérieur du logement, jusqu'à aussi la manière dont on y arrive, les parcours santé qu'on peut développer autour, etc. Donc vraiment, c'est rentré au-delà du fait que faut pas mettre des peintures au plan, des solvants, etc. Il y a aussi une réflexion sur la santé physique et mentale par rapport à la conception des logements. Des nouvelles aspirations aussi en matière de logement. Donc après, voilà. En fait, ces étudiants, j'aurais pu commencer par là, ils ont fait un Covid score et ils ont fait un indice d'habitabilité, de Covid habitabilité en fait, en regardant ce qui nous avait manqué pendant le Covid et ce qui nous manquait depuis, et en essayant de noter les immeubles comme un Nutri-Score avec un certain nombre de critères. Donc là, vous avez connexion urbaine et mobilité, espace commun et partagé, et tout ça, on va y revenir parce que c'est des choses qui je pense, vous parlent en termes au maître d'ouvrage et au maître d'œuvre. Confort dans le logement et modularité et évolutivité, tout ça ensuite est découpé en sous-sections. Et en fait, ils ont pris un certain nombre d'immeubles dont les permis ont été déposés après le Covid, donc qui étaient censés avoir intégré les promesses post-Covid, et ils ont regardé si en fait tout ça s'était passé vraiment. Donc à chaque critère est attribuée une note, donc c'est la suivante. Non, voilà, c'est celle-là, je crois. Et puis on additionne chaque famille, on obtient une note sur 100 et qui correspond ensuite à, vous voyez, le vert A, B, C, D, E. Donc c'est pas un DPE, c'est un Covid score. Donc ils ont pris 40 logements dans différentes opérations et puis ils ont regardé comment ça se passait. Donc ils ont fait un peu comme dans notre étude, ils ont récupéré les plans avec beaucoup de difficultés. C'est très difficile en fait de faire ce genre d'études parce que on va voir les architectes, les promoteurs, les bailleurs sociaux, les collectivités, et en fait on essaye de récupérer des plans et on essaye ensuite de les comparer. Et en fait chacun est assez jaloux de son information et donc c'est pas évident. Parfois, il faut faire le client mystère sur des sites de vente pour aller récupérer les plans et on n'est pas sûr que ce soit exactement les bons. Mais bon, ils ont quand même réussi à en trouver un certain nombre et il en ressort finalement que ces logements qu'ils ont mesurés, comparés, sont pas très Covid habitables. C'est-à-dire que, alors il y en a pas qui sont nuls, ça c'est une bonne nouvelle, hein, mais finalement ils sont tous entre B et C. Alors est-ce qu'on peut considérer que c'est bien A, B, C, D, E, B et C? Bon, c'est un peu au-dessus de la moyenne, avec des notes entre 42 et 75 sur 100. Et pourquoi? Alors, en fait, il y a eu pas mal de facteurs que j'évoquais au départ qui ont ralenti la faisabilité et l'adaptation peut-être à cette nouvelle situation. Donc, inflation, augmentation des loyers, augmentation des taux d'intérêt, augmentation des prix du logement, et tout ça, ça nous renvoie à notre titre, bon plan ou bon bilan, et peut-être que, pour que le bilan tourne, parfois, la qualité est un peu passée, alors je ne vais pas dire à l'as, mais il y a certains aspects de la qualité du logement qui sont un peu sacrifiés et on verra peut-être à quelle étape du projet. La plupart des réglementations
enfin, il y a une histoire de réglementation aussi. Donc, il y a des réglementations plutôt sur la construction neuve et pas sur la réhabilitation. La RE 2020, ça porte sur le neuf. Il y a un certain nombre d'aides qui sont aussi qui ont été très fluctuantes pendant la période, et notamment ma prime rénov si on parle des rénovations. Et puis il y a à Bordeaux particulièrement, il y a aussi des réglementations comme le label bâtiment frugal bordelais, avec un certain nombre d'obligations ou de non-obligations qui peuvent être aussi, comme les chartes promoteurs, des éléments de négociation et pas forcément opposables. Voilà. Et après, si on avance un peu, en fait, ce qu'ils ont essayé de faire, l'étude est sur le site, hein, si jamais vous voulez la regarder plus précisément. Ce qu'ils ont essayé de faire, c'est de faire eux-mêmes un projet Covid habitable en neuf et en rénovation. Et intéressant, ils se sont aperçus qu'ils n'arrivaient pas à A. Donc voilà, c'était peut-être que leurs critères étaient trop élevés, peut-être que les conditions de production étaient difficilement compatibles avec les critères qu'ils avaient mis. Donc, vous voyez, amélioration des appartements, cuisine cloisonnable, ajout d'espaces de bureau, augmentation des surfaces grâce aux coursives. Ça, c'est pour la réhabilitation. Mais en fait, on peut pas toujours le faire, et c'est un peu évident. C'est-à-dire, autant dans la construction neuve, on peut imaginer des choses qui sont réalisables, et encore, ça dépend de la taille de la parcelle, ça dépend de la forme de la parcelle, ça dépend évidemment des conditions économiques. Et dans la réhabilitation, évidemment, ça dépend du logement de départ duquel on part. Voilà. Donc, en tout cas, c'était intéressant de faire cet exercice, et franchement, ils ont été assez bons, ces étudiants. J'espère qu'il y en a qui sont en ligne, et on était très contents d'avoir ce résultat qui vient vraiment compléter notre étude, qui était plutôt une étude francilienne et un peu moins terrain, puisque on n'était pas allé peut-être jusqu'à ce niveau de détail. On n'avait pas fait de projection sur ce qu'on pourrait faire à la place. Voilà, donc petit tour d'horizon aussi sur ce qu'est la qualité du logement, ce qu'on a voulu montrer, etc. Donc qualité interne, qualité des parties communes, qualité de l'immeuble, qualité du quartier, qualité de la ville, tout ça devant s'imbriquer. Et en fait, voilà, je voudrais vous poser à chacun une première question qui est, en fait, depuis vos métiers respectifs, comment est-ce que vous mesurez la qualité d'un logement? Alors, en termes de conception, c'est peut-être en réponse à un cahier des charges ou en réponse à des obligations, à une éthique que vous avez vous-même en tant qu'architecte. En tant que maître d'ouvrage, c'est peut-être des enquêtes de qualité auprès des acquéreurs, c'est votre expérience de maître d'ouvrage, c'est le retour des locataires dans le cas d'un bailleur. Donc, qui commence? Alors, Marche. Super. Alors, c'est une vaste question. On peut la prendre sous plein d'angles et jusque dans les moindres détails. Mais je vais commencer par peut-être deux thèmes. Le premier, c'est peut-être un thème très généraliste et presque de l'ordre de l'expérience. L'expérience personnelle, à la limite de la phénoménologie. Je pense que c'est une expérience du corps. Je ne sais pas si vous connaissez l'anthropologue Edouard Rôle, qui a parlé qui a fait un livre qui s'appelle L'espace vivant, qui parle de la bulle personnelle, l'espace personnel. Et je pense qu'un bon logement, c'est d'abord quand notre espace personnel devient le logement. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est notre espace qui s'étend à la pièce et au logement entier. Et c'est le premier signe du fait qu'on se sent bien. Plein de raisons, mais on se sent bien et on va pouvoir se l'approprier dans les moindres recoins. Donc il y a cette première approche et la deuxième peut-être renvoie peut-être dans votre rapport, vous faisiez allusion à Pérec. Je pense à Espèce d'espace. Espèce d'espace, il dit qu'on habite aussi en écho à son environnement. On habite sa chambre, son couloir, son escalier, sa rue, etc. Ce que je veux dire, c'est que je me souviens souvent qu'on habite dans des lieux, des logements qui ne sont pas forcément les meilleurs logements du monde, mais on y est bien pour plein d'autres raisons.
on est content d'être à Paris, même si nos logements sont pas toujours super. Et qu'il y a cette mise en relation à travers la fenêtre, l'escalier, etc., avec son quartier, etc. Donc il y a le logement lui-même, qui soit grand, petit, bien fait, plein de placards, etc., qui soit vertueux, mais il y a toutes ces raisons-là qui vont faire qu'on est bien. Après, bien entendu, il y a toutes ces raisons, la vertu constructive, le confort, etc., mais ces deux choses-là me paraissent quand même deux préalables. Voilà. Et alors Véronique dit aussi habiter, c'est vivre au sens cogné. Donc sans se dire qu'il y a une question de taille et de surface, est-ce que quand même c'est quelque chose d'important à prendre en compte? Même Bien, si un bon logement, c'est pas forcément un grand logement. Bien sûr, parce que c'est pas déjà en tant qu'architecte, c'est pas nous qui faisons le contexte. On essaie d'aller le saisir pour le faire rentrer, mais à l'intérieur, il y a plein d'autres paramètres. Alors, je pense pas les aborder tout de suite, hein, mais il y a préparation de cette intervention, on a échangé entre nous, et la notion d'habitabilité. Alors, chacun l'a définit comme il veut, mais pour moi, c'est on parle de surface habitable. Donc, si vous avez 70 mètres carrés, c'est bien, mais si vous en avez que 30 réellement occupables de manière agréable, voilà. Et je pense qu'il y a un tas de pièces qui sont négligées. La cuisine est négligée, la salle de bain est négligée, le couloir est négligé, et sont réellement des pièces à vivre. Et on parle aujourd'hui de la manière dont on va dire les rites du logement ont changé depuis le Covid. Je pense qu'il y a eu un glissement des fonctions dans le logement qui fait qu'on devrait pouvoir revoir peut-être les surfaces ou la répartition de ces surfaces ou la manière dont on conçoit un logement dans sa globalité. Un logement, c'est une chose à la fois unitaire et fragmentée. Comment, à un moment, on va doser cette intimité et cet aspect collectif dans le logement. Après, il y a plein d'autres notions. On parle de la notion de confort, d'été, d'hiver, etc. Plus globalement, je parlerai de cette manière de sentir les éléments. L'air, la lumière, c'est une chose qui est quand même fondamentale, qui nous fait du bien, qu'on oublie, on est un peu amnésique de ça, mais c'est ce qui va faire que quand la lumière rentre en profondeur dans un logement et vous réchauffe la peau, voilà, c'est ce qui nous a un peu manqué quand on était enfermé. Le Covid, c'était la crise de l'enfermement, la crise de l'air qui nous manquait. Voilà, donc c'est de sentir l'air passer dans un logement, ça fait un bien monstrueux. Alors après, on pourrait parler de la sensation des pieds sur l'herbe qui nous manquait, etc. Hein, mais il y a des choses qu'on n'arrive pas à réinventer dans le logement, mais on arrive quand même à réinjecter des sensations au travers un plan. Voilà, et de manière parfois très franche. Moi, j'aime bien dire qu'un salon, c'est parfois trop grand et qu'une cuisine, c'est parfois trop petit. Il se passe beaucoup de choses dans une cuisine. Parfois, on se met à travailler, il faut pouvoir la fermer, l'ouvrir. Parfois, on a envie qu'elle soit connectée à une autre pièce. Nous, on bataille beaucoup pour avoir de la lumière naturelle dans les salles de bain. Il y a 20 ans, c'était normal. Aujourd'hui, ça l'est un peu moins pour plein de raisons, mais ça me paraît tellement fondamental. Et quand on fait visiter des logements, on a fait plein de petites choses qui sont des bonnes intentions, qui se veulent bienveillantes, etc. Mais quand on fait visiter les salles de bain, tout le monde a l'impression que c'est royal. D'un coup, c'est un petit détail, mais le fait d'avoir une lumière et un peu de surface dans la salle de bain, eh ben, ça devient une vraie pièce à vivre et on a l'impression que c'est un vrai luxe. Alors qu'en fait, c'est une chose assez simple, hein, voilà. Alors, Lucie, donc vous êtes maître d'ouvrage, promoteur chez ICAD. Donc, est-ce que ça vous parle et est-ce que vous vous retrouvez sur ces considérations? Est-ce que ces bons plans, est-ce qu'ils tournent dans vos bons bilans? En fait, on peut imaginer le sujet de la qualité comme une somme, en fait, et une adéquation entre le confort, donc pas forcément sur le sujet environnemental, mais se sentir bien dans son logement, à la fois une localisation et des investissements financiers, ce qu'on peut se payer. Et il est vrai que vous posiez la question de comment on arrive à savoir si la qualité d'un logement et si c'est un bon logement. Nous, nos clients et également nos prospects, donc ceux qui ne sont pas nos clients, qui auraient pu l'être et qui ne le sont pas devenus, ce sont les premières personnes qui permettent à la fois soit de critiquer, soit de re-questionner nos logements. Et on voit qu'un des éléments qui est souvent mis en évidence, et notamment en lien avec la crise du Covid et les suites de la crise du Covid, c'est les sujets d'évolutivité.
on voit bien que on a besoin, nous, en tant que maître d'ouvrage, de pouvoir proposer des logements qui correspondent à toutes les vies, à toutes les vies quotidiennes, c'est-à-dire que on parlait du télétravail, se dire que on peut en effet fermer sa cuisine pour pouvoir y travailler, avoir une alcôve qui est un bureau, mais quand on voit le développement des gardes alternés, quand on a 2 enfants qui viennent une semaine sur 2, bah comment on les accueille dans un logement où on peut pas forcément pousser les murs. Et donc tous ces éléments-là, on voit bien que tout de suite on se met dans une nouvelle façon d'appréhender le logement qui est tout de suite sur les sujets d'usage. Et quand on est face à un client, il n'y a rien de mieux pour savoir si notre logement il a la bonne qualité et il sait s'adapter aux évolutions de vie. Les évolutions de vie qui vont nous arriver demain, qu'on a encore du mal à travailler, et je pense que c'est vraiment un axe de progrès pour les opérateurs, c'est la question du vieillissement de la population. Parce qu'aujourd'hui, on fait des logements, on se dit que le rêve de la famille qui va venir vivre dans ces logements, demain, quand les ménages seront plus petits, comment en fait on accompagne l'évolution de la sociologie et de la démographie, et on voit que les modèles économiques, mais on pourra y revenir, on bute vraiment sur le sujet des seniors, et je pense que c'est un vrai choix de société aussi en lien avec les modèles économiques, que ça soit des bailleurs sociaux ou des opérateurs ou des investisseurs. On a un vrai choix de société à développer sur ce point. Merci. Et côté bailleur social, RVP, Laura Vassiliev, vous êtes directrice de la construction, hein, c'est ça? Oui, bonjour, oui, je suis directrice adjointe de la construction à la RIVP, bailleur social, parisien, un petit peu en banlieue, mais très majoritairement parisien, à 60 000 logements. Alors nous, la problématique est un peu différente, puisque sur les surfaces, on est quand même assez contraint par le fait que nos logements sont conventionnés. On va pas rentrer dans le financement du logement social, mais voilà, on a une convention avec l'État et la ville, donc on est contraint de respecter des surfaces par typologie qui permettent aussi aux locataires de pouvoir payer leur loyer avec un taux d'effort qui soit acceptable pour eux. Donc on réfléchit évidemment à l'usage, mais voilà, c'est plus compliqué de pouvoir penser à mettre une alcôve ou prévoir des cuisines très grandes. Il faut rester dans les surfaces acceptables pour que les locataires puissent payer leur loyer. Pour autant, c'est des réflexions qu'on a depuis longtemps et avant le Covid déjà, de penser pas seulement un bon logement, mais c'est l'ensemble, c'est un bon programme immobilier, un bel immeuble, avec des parties communes qui soient le plus agréables possible, des escaliers si possible, avec la lumière naturelle, les salles de bain éclairées, effectivement, si on y arrive, mais en fait, quand on somme toutes les contraintes, on est obligé de faire des choix et on peut pas cocher toutes les cases. Et comment on le mesure? Alors, une façon très simple de mesurer la qualité, c'est la satisfaction de l'usager, donc le locataire. Ça, on a des enquêtes de satisfaction, mais voilà, vu la rareté du foncier parisien, le nombre de demandeurs de logements sociaux, c'est pas pour ça qu'ils sont forcément contents d'être dans le logement social, mais on a des enquêtes de satisfaction annuelles et des bons résultats. Les locataires sont très contents d'être dans les logements RIVP, des autres bailleurs aussi. Et ce qu'on a mis en place là depuis, alors c'est post-Covid, avec une étude sur des logements livrés avant et après le Covid. On y reviendra tout à l'heure, mais c'est une enquête qu'on a fait auprès d'un certain nombre de locataires qui ont intégré des immeubles neufs, donc on parle que de la construction neuve, et on a fait une enquête assez poussée pour avoir leur retour d'usage. En fait, nous on a des cahiers des charges, comme les promoteurs, cahiers des charges techniques, cahiers des charges aussi qui portent sur la maintenance, puisqu'on a la double casquette constructeur, maître d'ouvrage, mais ensuite on gère les logements, donc il faut qu'ils soient pérennes, faciles à entretenir, etc. Et là, on a ajouté une nouvelle pierre à tout ça, c'est un retour d'expérience de locataires. On a interrogé en grand nombre, on y reviendra plus tard, mais pour avoir leur ressenti à eux, parce qu'on avait nos cahiers des charges purement techniques, mais avoir aussi un retour usager. Ça se fait chez tous les, la SNCF, elle interroge ses usagers, la RATP, etc. Mais les bailleurs sociaux, on le faisait pas trop. On le faisait via une enquête de satisfaction. Alors juste, ça permet d'avoir des chiffres. Mais là, on est allé plus loin et avoir leurs recommandations. Pour justement améliorer nos futurs logements en fonction de toutes ces nouveautés liées au Covid
télétravail, espace extérieur, etc. C'est la première fois que vous faisiez une enquête de satisfaction auprès des usagers, Alors, des non, habitants. du coup. l'enquête de satisfaction, ça se fait depuis longtemps. Je ne saurais pas vous dire depuis quand, mais tous les ans, il y a une enquête de satisfaction qui est commune aux 3 bailleurs, enfin Paris Habitat et Logiciamp et la RIVP. La RIVP, c'était plus de 5000 locataires interrogés l'année dernière, avec donc c'est un panel sur tous les arrondissements, que ce soit dans du neuf ou dans de la réhabilitation. Donc c'est assez large et c'est pas forcément, enfin, ils sont pas du tout logés dans les mêmes conditions. Vous interrogez quelqu'un qui est dans un HBM, dans les bâtiments en briques, forcément son logement, il est pas du tout conçu comme un logement d'un immeuble neuf. Donc c'est pour ça qu'on a fait cette enquête vraiment spécifique sur des immeubles neufs qui ont été livrés dans les dernières années, pour voir justement dans le neuf qu'est-ce que les locataires apprécient, qu'est-ce qu'ils voudraient en plus, sur quoi est-ce qu'il faut travailler, et vraiment sur l'usage. En étant, voilà, pas mal de locataires, ils nous ont dit qu'ils aimeraient bien avoir des logements plus grands, c'est évident, avec des espaces extérieurs. Sauf que derrière, il y a un loyer, un taux d'effort, et ils peuvent pas le payer. Donc ensuite, c'est réfléchir à comment aménager le logement, ce que disait Raphaël, pour que ce soit des rangements bien pensés, des pièces, voilà, la cuisine, la question cuisine ouverte, cuisine fermée, on y reviendra peut-être, c'est une question, un éternel débat. Mais comprendre comment vivent nos locataires pour essayer d'adapter nos plans. Oui, j'ai juste une remarque, parce qu'on parle beaucoup de la qualité, c'était ta question, Catherine. Je pense qu'il faut aussi intégrer le fait qu'il y a des millions, je vais dire une bêtise sur le chiffre, mais il y a des millions de personnes qui souffrent du mal logement. Et le mal logement, c'est pas il manque une alcôve dans mon appartement. Hein. C'est vraiment déjà j'en ai pas, j'ai pas de logement, et après j'ai un logement totalement insalubre, ou j'ai des logements qui sont des passoires, etc., etc. Donc je pense déjà beaucoup les gens considèrent que la qualité de logement, c'est déjà d'avoir un logement, d'avoir un logement à peu près décent. Après, on a aussi le sujet du neuf et de l'ancien, tu l'as très bien montré dans ton étude, et la mainmise sur la qualité, je dirais pas qu'elle est que sur le neuf, parce qu'on peut bien évidemment aller chercher la qualité sur l'ancien, bien évidemment, mais sur la composition des appartements, elle est beaucoup sur le neuf. Et comme vous disiez, dans le logement social, il y a la contrainte. Mais il y a finalement cette contrainte-là, elle existe quasiment dans tous les types de logements, parce que c'est une énorme contrainte pour des futurs acquéreurs, y compris dans le libre, d'aller chercher le mètre carré supplémentaire, la pièce supplémentaire, qui va faire que il va considérer que son logement est d'une meilleure qualité, parce que le taux d'effort en locatif dans le parc social, il va être de la même grandeur que le taux d'effort qu'il va falloir y faire pour aller chercher des mètres carrés supplémentaires, surtout avec les taux actuels. Donc, voilà, ce que je veux dire par là, c'est que il y a vraiment besoin pour les promoteurs, parce que je prends ma casquette de promoteur et pas simplement de coprésident d'AMO, d'essayer d'intégrer dans nos bilans le fait de présenter des appartements qui vont avoir des qualités intrinsèques. Mais c'est vrai que la connexion avec le marché réel, et quand je dis le marché réel, c'est aussi la capacité des possibles acquéreurs à pouvoir acheter plus de mètres carrés, en lien avec la démographie, il a dit tout à l'heure, la famille actuelle, ou en tout cas dans les quelques années, c'est 1,5 personnes, la famille moyenne en France, et donc 1,5 personnes. Comment est-ce qu'on crée des appartements qui sont en lien avec cette nouveauté quand même qui est quelque chose qui va être j'allais dire une bombe, mais oui, c'est une sorte de bombe démographique qui fait que on arrive tout doucement vers des familles qui sont des familles constituées près d'une seule personne, quoi. Et je pense que ça pose question sur la composition des logements. Ouais, mais le logement décent, il est très. Je précise sur le logement décent qu'il est tout à fait réglementé, le logement décent, hein, c'est-à-dire qu'il y a une loi qui détermine ce que c'est, 20 mètres cubes, de l'aération, une fenêtre, un sanitaire, etc. Juste pour dire que
on réfléchit à la qualité du logement. Bien sûr qu'il y a beaucoup de gens qui sont mal logés et qui pourraient se dire oh là là, tout ça c'est un peu futile et superflu parce que déjà l'important c'est d'avoir un toit sur la tête. Bien sûr, mais ça n'empêche pas de réfléchir à des standards qui sont de mieux en mieux, si on peut, pour améliorer le confort et la qualité de vie dans les logements. Oui, Céline. On parle du logement, mais on pense cellule. Et d'ailleurs, c'est un mot absolument horrible de dire cellule, parce qu'on voit bien que cellule, on est enfermé dans son logement. Et la qualité du logement, je pense que tous ici, on le partage, elle est autant dans la qualité de la cellule que dans l'assemblage des cellules et dans tout ce qui se passe autour. C'est-à-dire comment est-ce qu'on y va, comment est-ce qu'on partage avec ses voisins, comment est-ce qu'on peut sortir sur l'extérieur. Vous aurez quelques exemples tout à l'heure, mais finalement, ce qui est étonnant, c'est que les acquéreurs ou les locataires, ils se projettent pas tellement au-delà de leur logement et de l'intimité. Ils n'ont pas tellement de demandes et beaucoup de choses peuvent être faites pour augmenter la qualité de la cellule avec tout ce qui se passe autour. Je crois qu'il y avait des exemples de tiers-lieux sur des circulations, enfin, ce qu'on appelle les circulations communes, les circulations verticales, les espaces extérieurs, même comment on arrive à son logement, est-ce qu'on sait garer son vélo, est-ce qu'on a des services partagés. Tout ça, ce sont aussi des critères qui peuvent participer à la qualité du logement. Parties communes, immeubles, etc. Alors, justement, deuxième question à nouveau à tous les trois. Peut-être on va changer d'ordre, mais est-ce que, en tant que maître d'ouvrage, ou vous, en tant que maître d'œuvre, en réponse à des maîtrises d'ouvrage, vous avez vu des évolutions depuis 5-6 ans, Covid et autres contraintes nouvelles, sur ce que vous pouvez faire ou ce que vous voulez faire? C'est-à-dire, on vient de parler de comment vous mesurez la qualité, d'où ça vient, d'où ça remonte, etc. Du coup, qu'est-ce que vous apportez en plus? Qu'est-ce que vous proposez en plus? À quoi vous réfléchissez pour améliorer les choses? Si vous considérez qu'elles ont besoin d'être améliorées, après tout, peut-être pas. Hein. Alors, sur les espaces extérieurs, je pense que ça, c'est vraiment ce qui nous a tous fait souffrir pendant le Covid quand on n'en avait pas. Donc, nous, côté RIVP, dans nos cahiers des charges, on ne demande pas systématiquement un espace extérieur, mais enfin, voilà, c'était un peu à la proposition de l'architecte, ça dépendait des faisabilités. Il y a des sites sur lesquels c'est plus ou moins possible. Je pense que ça, on le demande vraiment de façon beaucoup plus systématique et que ce soit de vrais espaces extérieurs, pas le petit balcon où on met juste ses pieds pour fumer une cigarette, mais qu'on puisse avoir, mettre une table, manger dehors et que ce soit presque une petite pièce en plus. Et ça, il y en a vraiment beaucoup plus dans les programmes. On se pose la question des changements d'usage, enfin liés à ce qu'on disait sur la démographie, au vieillissement de la population. On a la moitié de nos locataires, enfin titulaires de baux, qui ont plus de 60 ans et une proportion assez élevée, plus de 70 ans. Donc une réflexion aussi sur l'adaptation de nos logements, alors avec une politique sur le parc existant, d'améliorer, de rendre plus accessibles les logements existants, mais dans le neuf, d'avoir 100% des logements qui soient adaptables, et on en fait entre 5 et 10% qui sont adaptés aux normes pour les personnes à mobilité réduite dès la construction, pour essayer d'anticiper entre guillemets ce problème qui va arriver. Et puis la question des espaces partagés. On y reviendra plus tard. C'est pas quelque chose qui a démarré là depuis le Covid, parce qu'on avait des expériences, alors qui étaient certainement plus sporadiques avant le Covid. Donc on en avait déjà, on en a peut-être un peu plus. En tout cas, on a plus de volonté de locataires de les faire, qu'il y en ait et de les faire vivre. Après, on se heurte à un problème où, pour le coup, économiquement, on assume de faire, parce que je pense que pour un promoteur, c'est beaucoup plus compliqué. Vous avez une salle commune, comment vous la valorisez? Est-ce que les acquéreurs la payent? Côté bailleur, on peut regarder dans l'équilibre économique et du coup la construire et elle ne rapporte rien entre guillemets. Les locataires payent leur loyer mais ils payent pas pour la salle commune. Donc ça, on en faisait, on continue à en faire. La question, c'est pour que ça fonctionne, en fait, il faut que les locataires soient mobilisés, qu'il y ait une association de locataires
une amicale. Et ça, peut-être qu'aujourd'hui, les locataires se mobilisent plus en ce sens, parce qu'on a des exemples, on citera tout à l'heure, mais un peu malheureux aussi d'espaces très chouettes qui ont été créés sur des opérations et qui finalement ne marchent pas, périclitent, quoi. Peut-être d'autres choses. Et intéressant de revenir aussi sur cette question des espaces qui ne rapportent rien à personne, mais qui profitent à tous, en fait. Enfin, qui rapportent rien. Vous les vendez quand même, hein, donc. Peut-être pour répondre à votre première question sur ce qui s'est passé depuis 5 ans, nous, le monde de la promotion immobilière, c'est pas une évolution, c'est un cataclysme et une transformation beaucoup plus profonde qui est avec multifactoriel. En effet, il y a eu la crise du Covid, on a eu l'augmentation des coûts de construction et on a aussi la fin de la défiscalisation qui a de fait complètement transformé notre manière d'appréhender les logements. Et aujourd'hui, pour vous donner quelques chiffres, nous, sur l'année dernière, alors en Ile-de-France, chez ICAD, on a vendu 90% de nos logements à des résidences principales. Et donc, on voit bien qu'on est sur un changement de modèle très fort qui nous impose à nous tous de revoir les logements pour des gens qui vont y vivre. Alors ça, c'est intéressant ce que vous dites, parce que en fait, les logements en défiscalisation, ils servent quand même de résidence principale à des locataires, exactement, donc des gens qui habitent dedans. Mais il est vrai que dans l'acte d'achat des investisseurs, alors il y en a qui sont sur des logiques très financières, mais finalement c'est pas forcément la majorité de nos clients investisseurs. Beaucoup sont dans des logiques patrimoniales. On a en gros 70% des investisseurs privés qui n'ont qu'un seul logement. Donc il faut aussi remettre ça dans son contexte. C'est aussi beaucoup pour se rassurer, la question de la pierre, même si aujourd'hui ça peut être du bois, mais on voit bien que dans le contexte français, dans les mentalités françaises, l'investissement dans la pierre reste quand même quelque chose de très fort pour se rassurer sur son avenir. Certains gouvernements, ou en tout cas certains politiques, ont cru que en créant ce que nous on appelle de la pierre papier, donc de prendre des parts dans des SCPI, en fait ça n'a pas du tout marché. On voit bien que la plupart des ménages, quand ils achètent un logement pour le mettre en location, c'est pour se sécuriser. Mais il est vrai que donc la fin de ce dispositif, même si on en a un nouveau, mais qui prendra pas autant d'ampleur, en tout cas c'est comme ça que nous on le ressent, que ce qui s'est passé précédemment, transforme profondément notre métier et donc change complètement le rapport qu'on a à la qualité du logement et à l'usage. Parce que en face de nous, nos clients, en fait, nous challenge beaucoup sur mais comment le salon, comment je vais vivre moi dans ce salon, comment je vais pouvoir y travailler, et ça, c'est un élément qui pour nous est particulièrement important. Pour revenir sur la question des espaces partagés, je pense qu'on est dans une évolution du modèle également. Moi, il y a 15 ans, j'ai travaillé sur des projets où on faisait des espaces partagés. Donc en fait, en effet, c'est des espaces, des appartements ou des salles communes qui étaient proposés à des copropriétés. Au bout de 3 ans, ils revendaient. Parce que problématique de coût global de charges de copropriété, quand on voit qu'on peut se faire 100 000 euros, je donne un exemple, 100 000 euros en revendant soit un commerce, soit un logement qui est en rez-de-chaussée, au final, l'arbitrage au sein des copropriétés est rapidement fait. Et je pense que ça, c'est l'autre élément qui, pour nous, en termes de transformation, est important, c'est le coût global et le coût d'usage. Et on a peu parlé depuis tout à l'heure du sujet environnemental dans la qualité du logement et notamment l'augmentation des exigences environnementales qui pour nous est un fondamental et est une exigence de société. Mais il est vrai que dans l'acte d'achat de nos acquéreurs, en fait, ils ont un budget, une localisation, ils voient un produit, que ça soit de la construction bois très performante, de la RE 31 ou de la RE 28. En fait, ça, c'est du plus, mais c'est pas ça qui va enclencher un acte d'achat. Et c'est un élément quand même qu'il faut qu'on ait tous en tête. C'est que à partir du moment où ça vient taper dans le budget du ménage en disant voilà, vous aurez moins de charges, et comment on s'engage sur les charges de nos copropriétaires, c'est là où il y aura une réelle transformation dans le coût d'usage en lien avec le positionnement des banquiers. Parce qu'aujourd'hui, un banquier regarde principalement les 33% d'endettement, mais n'est pas encore complètement rentré sur cette notion de coût global, et qu'on soit DPE G ou B ou A. En fait, on a 33% de taux d'endettement, c'est 33%. Donc, ce que vous dites, c'est qu'en fait, les acquéreurs, pour l'instant, sont beaucoup plus sensibles peut-être à la localisation, à la proximité des transports, de l'école, des arguments classiques,
que l'économie de charge par rapport à la qualité de la construction que vous pouvez leur proposer. Aujourd'hui, ils sont, et encore plus dans des budgets particulièrement contraints. En 5 ans, les ménages ont perdu entre 20 et 25% de leur capacité d'acquisition. Et donc aujourd'hui, en effet, on les voit, ils achètent principalement des localisations, une surface en se disant comment je vais pouvoir vivre et comment je vais pouvoir faire évoluer l'espace à mon image, en sachant que cette image-là existe à un instant T et que 10 ans après, le ménage ne sera peut-être plus le même. Alors, dans l'enquête de la RIVP, on a vu que il y avait ce sujet du confort d'été et que vos locataires étaient assez concernés par le confort d'été et qu'ils avaient bien identifié que c'était un sujet. Et donc, ce que vous nous dites, Lucille, c'est que les acquéreurs, en fait, ils se projettent pas sur la résilience climatique de leur logement, pas suffisamment. Aujourd'hui, enfin, peut-être que, en tout cas, les expériences et les échanges que je peux avoir avec des clients, aujourd'hui, c'est bien, mais c'est pas ça qui va enclencher un acte d'achat entre 2 opérations, peut-être à prix identique. Oui, ils prendront peut-être celui où, en effet, les charges sont moins élevées, mais c'est assez rare, en fait, d'avoir ce choix. Raphaël, vous êtes toujours en miroir, en fait, à répondre à des programmes qui sont élaborés par des maîtres d'ouvrage. Donc, qu'est-ce qui a changé en 5 ans? Alors, il n'y a pas que le maître d'ouvrage, il y a un contexte un peu plus large, c'est la question des labels, par exemple. Depuis quelques années, il y a des nouveaux labels ou des labels qui prennent de l'importance et de manière pas anodine du tout, et qu'on peut prendre soit d'une manière sensible, soit d'une manière technique. Je prends tous les labels, par exemple, sont liés à l'air. On est vachement plus sensible aujourd'hui à la question de la qualité de l'air depuis la crise Covid. La qualité de l'air, ça renvoie à plein de choses. La question donc il y a un aspect sanitaire, il y a un aspect sensible aussi. Sur l'aspect sanitaire, on est en tout cas nous beaucoup plus regardants, puisqu'on nous pose la question, on est plus regardant et ça devient aussi un préalable dans la conception des logements maintenant. Mais sur la qualité des matériaux. Je pense qu'on n'est pas sans savoir que l'air intérieur est 10 fois plus pollué qu'à l'extérieur. Ça veut dire c'est les peintures, c'est les sols, c'est les matériaux, les portes, en fait, tous les composants qui vont polluer l'air. Et après, c'est comment on va faire circuler l'air. Et cette chose-là, elle nous a vachement intéressés. Et on a pris ce phénomène comme un préalable pour redessiner des plans. En tout cas, nous, c'est un premier facteur de confort aujourd'hui. Et on aime bien faire sentir l'air maintenant dans les logements. Et on est même très content de les mettre en dépression. C'est-à-dire que la ventilation naturelle, est naturellement, cocasse de dire ça, mécanique, parce que c'est un préalable, mais on aime bien faire marcher les logements par la ventilation naturelle. Alors, dans les écoles, c'est des choses qui sont développées, dans les équipements, dans le logement, pas encore, mais quand vous discutez avec des bureaux d'études qui travaillent sur l'aérolie, comme Franck Boutet, ils vont vous défendre toutes les vertus d'un logement traversant. Ou d'une pièce traversante et de tous les bienfaits. C'est-à-dire que même au mois d'août, quand il fait très très chaud, le logement peut être bien protégé du soleil, etc. Mais il peut y avoir un phénomène de dépression qui se fait dans le logement. C'est des choses qu'on redécouvre aujourd'hui et on redécouvre les portes qui claquent et on sent l'air qui circule même quand dehors, vous n'avez pas un arbre qui bouge. C'est quand même une chose assez épatante. Donc on commence à travailler sur la qualité des matériaux et simultanément sur la manière de faire circuler l'air. Vous apportez plein de nouvelles choses qu'on ne travaillait pas avant. Alors, ça génère aussi une manière de travailler le plan différemment aussi, hein, de saisir là où il faut la lumière, les vents, etc., d'ouvrir d'une certaine manière ou d'attacher les portes. C'est une chose qu'on fait depuis cette année. On se dit, il faut qu'on commence à attacher les portes parce que ça claque dans tous les sens. Quand on fait des menuiseries bois, ça les fragilise un peu parce que ça claque dessus, elles sont lourdes, etc. Mais c'est une chose nouvelle. En tout cas, cette question de l'aspect sanitaire est à la fois sensible dans le logement. Voilà. Et alors, ça, c'est la réponse que vous pouvez apporter. Donc, déjà, faire des logements traversants, est-ce que c'est possible avec toutes les typologies? Et est-ce que c'est aussi des demandes des maîtres d'ouvrage ou c'est une réponse de votre part et aussi peut-être une réponse obligatoire? C'est-à-dire,
Est-ce que vous dites non, mais moi, s'il y a dans l'opération, les logements sont pas traversants, je la fais pas. Mathias, je sais que vous avez fait une opération où il y avait des fenêtres dans toutes les pièces et c'était une demande de l'urbanisme ou de l'architecte, je sais plus. Voilà, de Philippe Madec. Ouais. Alors, je ne vais pas faire ma vie mon œuvre, mais je voudrais juste rappeler comment j'ai commencé dans ce métier en 2008 en indépendant. J'ai toujours travaillé sur des équipements et j'ai été retenu un bâtiment de logement. J'avais jamais fait de logement. Et c'est une expérience intéressante, c'est-à-dire que j'avais aucun préalable et il m'a fallu plus de 10 ans pour faire un bâtiment de plus de 8 mètres d'épaisseur. C'est-à-dire que j'ai probablement mal lu les cahiers des charges, etc. Mais j'ai assemblé les pièces et j'ai fait par expérience ou par souvenir de comment on fait un logement, ou comment c'est bien d'avoir. Et donc des bâtiments assez fins de 8 mètres. Après, la question de la rentabilité, c'est invité dans la question du projet un peu plus tard. Donc on va commencer à faire 12 mètres. On a fait un bâtiment à 15 mètres. En tout cas, tout ça, ça me fait penser que... Peut-être juste parce que tout le monde n'est pas architecte, ni Oui. dans la salle, ni dans les gens qui nous écoutent. La différence, c'est quoi? C'est intuitif, mais... la différence, elle est fondamentale. On vient de le dire, c'est une fenêtre dans toutes les pièces. Et quand on est au cœur du logement, on arrive à voir dehors. Et ça change beaucoup de choses. C'est pour nous un préalable. Et depuis cette crise Covid, j'ai fait l'exercice d'analyse de tous ces logements, de comprendre qu'en fait, depuis longtemps, on cherchait une chose qui est logique et naturelle, de faire circuler l'air et de faire des pièces traversantes. La crise Covid, on a gagné un concours juste avant la crise Covid, juste avant. Et le projet a été conçu pendant le Covid. Et en sortie de Covid, on est sorti avec un projet où on a dit on fait toutes les pièces traversantes intégralement. Et on a fait une espèce de passage en force, de se dire on veut vraiment faire ça, sinon on le fera pas. C'est un exercice économique, un exercice pour tout le monde. Et le promoteur nous a suivis dans cette aventure. On était jusqu'au bout et de voir qu'on pouvait le faire. Alors, on n'avait pas un budget astronomique, c'était pas un budget non plus bas de gamme, mais c'était un budget moyen, j'ai envie de dire, et qui nous a imposé de faire des écarts sur d'autres choses, mais sur un bâtiment d'aller à fond sur ce sujet-là et de voir ce que ça générait dans le logement. On l'a construit et on a vérifié cette question de l'air, etc. Et cette sensation que les habitants ont. Et aujourd'hui, on a quelques retours, ils sont très positifs. Ils sont très positifs, voilà. Donc aujourd'hui, là, moi, je fais l'exercice de comparer, parce qu'on a un autre exercice, c'est celui de la RE, par exemple, qui impose d'autres préalables, qui vous dirait faut être plus compact pour être plus performant. Donc la RE, la réglementation. Voilà, c'est ça. Mais à un moment, énergétique. je reviens sur la question de l'habitabilité. Si vous faites un bâtiment de 18 mètres ou 15 mètres, et qu'en même temps, on doit faire des logements petits, vous imaginez qu'on va générer beaucoup de circulation dans le logement ou autour du logement, qui sont pas éclairés, qui sont que des lieux, pas des lieux où être, des lieux où on passe. Et à la fin, la pièce où on va vraiment vivre, c'est la pièce qui est en bout de chaîne, en bout de circuit. Donc finalement, on a construit beaucoup de masse, avec beaucoup de matière, pour faire peut-être une pièce dont on va se battre pour avoir la fenêtre la plus grande possible, parce que finalement, comme elle est très profonde, la pièce n'est pas éclairée au fond, et ben on livre un combat qui est un peu vain, c'est-à-dire qu'on va devoir aussi réduire la taille de nos fenêtres. Donc je m'aperçois que vaut mieux faire un bâtiment plus fin, mais avec des fenêtres plus petites. Voilà. Donc on va répondre à la question du juste confort d'été, tout en permettant d'éclairer les pièces et de se situer par rapport à l'extérieur et faire circuler l'air. Donc voilà, on a ce paradoxe à résoudre qui est pas simple. Alors faire des bâtiments de 8 mètres partout, je vous avoue qu'aujourd'hui c'est pas une chose très simple. On en a quelques-uns, mais on a des bâtiments à 12 mètres, on arrive à faire des choses intéressantes. Même quand on met la salle de bain au milieu, parfois, où on va commencer à l'éclairer par des impostes, ou à pouvoir l'ouvrir par des petites trappes, etc. On arrive à faire des choses. Mais en tout cas, on arrive à faire des pièces où on va faire travailler des pièces entre elles pour qu'elles deviennent une pièce traversante, même si le bâtiment fait 12 mètres. Donc, vive le courant d'air. Exactement. La question de l'épaisseur, c'est effectivement une question fondamentale. C'est vrai que peut-être pour ceux qui nous écoutent, l'épaisseur normale du logement, enfin, quand on dit voilà un bâtiment normal de logement, c'est 12 mètres. Il se trouve que quand on travaille sur un plan d'urbanisme, les urbanistes, en général, nous ont dessiné des bâtiments qui font 15 mètres. Et 15 mètres, c'est super profond. Et comme tu le dis, 15 mètres, ça veut dire que
on a un mal fou à faire des logements traversants, c'est tous des mono-orientés, on sait pas faire de la ventilation naturelle. Donc cette question de l'épaisseur, et tu le disais aussi, la RE 2020, elle emmène à la compacité. On comprend bien que un bâtiment qui fait 8 mètres, il va avoir plus de développé de façade qu'un bâtiment qui fait 15 mètres. Donc on est vraiment dans cette complexité d'arriver à proposer des solutions intelligente et puisque c'est AMO qui organise cette conférence, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est les solutions que peuvent apporter les architectes et comment les architectes peuvent faire évoluer la programmation, parce qu'on travaille avec des programmations qui sont assez contraintes, qui définissent très précisément comment sont les logements, comment sont les espaces extérieurs, comment est-ce qu'on va les construire. Et ce que l'on voit aujourd'hui sur des opérations, c'est que voilà, il y a de l'innovation qui vient de ce dialogue entre l'architecte et le maître d'ouvrage, et le fait que l'architecte puisse proposer des solutions. Je sais pas si c'était vous, Lucille, qui me disait que vous aviez un concours où l'architecte avait proposé des appartements hyper flexibles, et puis et que vous aviez trouvé que c'était vraiment une solution intelligente. Et finalement, c'est pas ce bâtiment qui a été choisi, pas ce projet qui a été choisi, parce que le projet il a été choisi sur une question d'architecture, donc d'image et pas d'usage. Juste avant que vous répondiez peut-être. Pourquoi 15 mètres? Alors pourquoi les urbanistes ils dessinent des parcelles de 15 mètres? Ah bah parce qu'on fait plus de surface, on développe plus de surface sur un terrain quand on fait 15 mètres que quand on en... Ouais. Et puis le parking. Et le parking. Voilà. Ouais. Ouais. Mais aujourd'hui, le parking, les PLU... Alors juste heureusement, pour préciser, voilà. en fait, le parking, pourquoi? Parce que une baie de parking, enfin une allée de stationnement, ça fait 15 mètres. 5 Voilà. mètres de place, 5 mètres de circulation, 5 mètres de place. Donc effectivement, si on superpose notre logement avec la baie de parking, ça marche très bien, on n'a pas de décalage de structure, mais ça fait un bâtiment de logement hyper profond. Et quand on dessine, enfin quand les urbanistes font des faisabilités de constructibilité sur une ZAC, il dessine 15 mètres parce qu'il développe plus de surface en faisant 15 mètres. Et la difficulté pour nous, c'est quand on intervient là-dessus, bah voilà, il faut qu'on arrive à retrouver les surfaces, mais on a envie de faire des logements qui sont désirables. Et c'est vrai que dans 15 mètres, du logement désirable, c'est très compliqué. Merci, c'était bien de préciser ça. Donc question usage ou question d'image? C'est tout notre quotidien, dans le sens où on parlait en effet maître d'ouvrage, donc promoteur immobilier, bailleur social et maîtrise d'œuvre. On a quand même d'autres intervenants qui sont craignants dans notre quotidien, c'est les collectivités et ces aménageurs ou ces outils. Et il est vrai que quand cet exemple d'un concours d'architectes où il y avait 2 projets qui ont en effet intéressé l'ensemble et donc l'Assemblée. Moi, j'étais très intéressée sur un des projets qui avait peut-être certes une image moins belle, moins désirable, mais avec des logements qui étaient très intéressants, avec des sujets de modularité. Vraiment, ils avaient énormément travaillé sur les sujets des logements. Et le maire a vu l'image et a dit « je veux ce projet ». Donc, on est avec des logements qui étaient certes qualitatifs, mais on sent qu'on a, nous aussi, besoin collectivement de ne plus juste se dire j'aime ce projet, il est beau, j'aime bien l'image, je préfère le rouge, je préfère le bleu. Je le fais de façon un peu caricaturale, mais c'est se dire comment les gens vont vivre dedans, comment on peut retravailler ces sujets d'organisation intérieure, des logements traversants, des plans masse. Et en effet, nous on le voit beaucoup, on est particulièrement contraints. Et aujourd'hui, l'unique solution, en tout cas la solution qu'on développe beaucoup, et je crains peut-être qu'on l'utilise trop, c'est les sujets des coursives, qui est une solution un peu toute faite quand on a des bâtiments épais et on a envie qu'ils soient traversants. Il est vrai que ça nécessite d'avoir une réflexion très en amont, à la fois dès le plan d'urbanisme et le projet urbain, pour aller jusqu'au sujet de la cellule, des espaces communs et de l'organisation même du bâtiment. Et on voit que parfois, oui, on a du mal à rentrer les surfaces qui nous sont proposées, on a du mal à... Enfin, on est constamment, toute la journée, on fait des arbitrages entre ce qui est possible de faire, ce qui va être vendable également, et ce qui va être durable. Alors ça c'est intéressant. Arbitrage, ce qui est possible de faire, ce qui va être vendable, ce qui va être durable. Donc comment vous faites? Parce que là on commence à percevoir que c'est pas possible de tout avoir en fait, de la lumière, de l'air, des cuisines grandes, des grandes chambres, des pièces éclairées, etc. Comment vous faites vos arbitrages? Alors parfois les arbitrages ils nous sont un peu imposés
quand on est dans des projets d'aménagement où on a des urbanistes. Enfin, j'ai évoqué tout à l'heure des sujets avec Philippe Madec. Voilà, c'est vrai que quand on a des urbanistes qui nous challengent beaucoup, à la fois on voit qu'on monte en qualité et que c'est dans le dialogue et dans le débat où il en sort souvent des meilleures choses. Donc, je trouve que ce débat est intéressant et cet arbitrage, il est lié à des discussions qui peuvent être vives et longues, mais où il en ressort vraiment quelque chose de qualitatif. Ce qui est parfois plus complexe, c'est quand on est dans des projets où ce que nous on appelle du diffus. Enfin, on est sur des sujets où finalement les collectivités n'ont pas forcément de compétences spécifiques pour accompagner et challenger les opérateurs, et on voit parfois que c'est nous et nous-mêmes, et donc c'est chaque individu, parce que en fait les promoteurs, on peut voir une grande masse, mais il y a à la fois différentes cultures chez les promoteurs, d'autres des différents rapports au territoire et aux élus, et également des individualités. C'est-à-dire que vous allez avoir un opérateur qui adore l'architecture et donc qui va pousser sur les sujets de façade, un autre qui va vraiment beaucoup travailler sur le logement, des sujets parfois très techniques ou environnementaux. Et donc, c'est vraiment un arbitrage qui se fait au cas par cas et on n'a pas de méthode toute faite. C'est le lieu, le projet et les personnes. Et le budget, un peu, quand même. Oui, mais le budget, en fait, c'est une base. C'est-à-dire que c'est pas une conséquence de tout. C'est-à-dire qu'on sait qu'on est dans un environnement qui est particulièrement contraint. Comment on arrive avec tous ces blocs d'arbitrage à faire que ça rentre dans le coup. Non, parce que en fait, ce qu'on entend, et c'est pas un discours nouveau, hein, c'est que il faut remettre l'usage au cœur du logement, faire attention, etc. Bah, en fait, un logement, ça sert à ça à la base. Ça sert à des gens à habiter. Donc, l'usage, il est intrinsèquement lié à la fabrication du logement normalement. Or, on a tous en tête qu'il y a eu certaines dérives, financiarisation de la question du logement, etc. Aujourd'hui, on est dans un monde où le logement est financiarisé, mais où il y a quand même une demande de qualité plus grande, de durabilité plus grande, etc. Et donc, j'aimerais bien savoir, les bailleurs sociaux aussi sont concernés, qu'est-ce que vous choisissez allez, j'ose le mot, de sacrifier, parce que à un moment, on peut, comme je disais, on peut pas tout avoir. Donc, qu'est-ce qui passe à la trappe? Et il y a beaucoup d'architectes qui disent, voilà, on fait un super projet, et puis après on avance dans le projet, et puis c'est le terme qu'employé encore, déshabillé, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses qui disparaissent du projet parce que ça rentre pas dans le budget et dans les budgets des acquéreurs à la fin, mais aussi dans le budget de fabrication, quoi. Je sais pas, il n'y a pas forcément de méthode toute faite. En effet, on sait que quand on a un coût de construction objectif, il faut qu'on arrive à rentrer dans ce coût de construction. Donc, on peut avoir différentes stratégies. Ça peut être, en effet, arriver à être plus fin dans le travail sur les façades, en effet, où on met un peu plus de matériaux moins nobles. C'est des choses qui peuvent être imaginées. On peut essayer de réduire les espaces communs. Enfin, après, je suis pas sûre que aujourd'hui on puisse dire j'ai une méthode toute faite pour réduire le coût de construction. On a Non, c'est bien la difficulté. C'est la difficulté, c'est-à-dire que en fait c'est toujours la difficulté. Enfin, le rapport. Est-ce que le métier de promoteur c'est un métier d'industriel ou un métier d'artisan? Certains veulent industrialiser le monde du logement. Certains voient ça comme un projet sur mesure où on repart à chaque fois de la page blanche. Je pense que la réalité est sûrement entre les deux. Mais donc, chaque nouveau projet, on se repose des nouvelles questions et on n'a pas de méthode toute faite. En tout cas, moi, la façon dont l'approche que j'ai sur les projets, c'est on réinvente un peu à chaque fois les choses, ce qui perturbe parfois quelques opérateurs qui voudraient que on puisse industrialiser et faire des Lego. Moi, c'est pas ma conception de mon métier. Mais... Tout à l'heure, c'était la capacité de couloir. La compacité du logement. Et moi, ce que j'ai entendu dans nos échanges préparatoires, c'est que finalement, on était plus attentif à la qualité du mètre carré. C'est-à-dire, est-ce que le mètre carré, il était vraiment utilisable? Toi, tu parlais des couloirs, mais dont tu faisais quelque chose, c'est-à-dire un couloir qui avait un usage. Et finalement, tu disais, un bon logement, c'est pas forcément un grand logement, c'est un logement bien pensé.
et Lucie, vous aviez aussi évoqué le fait que de toute façon, il fallait qu'on travaille sur cette efficacité du plan, parce que le mètre carré il coûte cher, et donc il faut juste pas faire des mètres carrés qui servent à rien. Et ça, je trouve que c'est un changement dans les modes de travail, puisque il y a 20 ans, il y a 30 ans, je travaillais déjà. On nous parlait du marbre dans la salle de bain, et c'était ça qui faisait la qualité du logement, alors qu'en fait, on s'en fout. En fait, ce qui nous intéresse, c'est comment est-ce qu'on va vivre dans notre logement. Laura, peut-être. Ah, vas-y, Mathias. Non, je voulais juste passer une petite remarque sur ce que vous venez de dire. Le prix, parce que tu parlais de quel sacrifice, entre guillemets, je reprends ce mot. Le prix, il faut bien avoir en tête que le prix moyen en France du mètre carré, il est de 2500 €. De construction. Non, de vente. Le prix moyen de vente en France, il est de 2500 €. 2500 € avec une réglementation RE qui est la même partout, avec le prix du coût des matériaux qui est à peu près le même partout, même s'il y a des différences, avec des ambitions environnementales, de qualité qui, heureusement, sont à peu près les mêmes partout. Mais bien évidemment, les prix de vente, ils peuvent être en dessous, ils peuvent être 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois au-dessus. Et donc, l'approche d'un producteur de logement, que ce soit un bailleur, que ce soit un promoteur ou un maître d'ouvrage privé, il va pas aussi notamment être exactement la même, parce que la capacité aussi du public en face à pouvoir absorber ces prix ne va pas être la même en plein cœur d'une métropole, d'une grosse métropole, ou dans des zones plus diffuses. Et donc, je rejoins ce qu'on disait, ça va vraiment de l'approche un peu sur mesure au regard de cette réalité qui fait que on ne vend pas des logements partout en France à 10 000 € du mètre, loin de là. Nous, sur la partie financière, je pense qu'il y a une logique qui est un peu différente, puisqu'on ne vend pas, qu'on garde, on exploite les bâtiments. Alors, soit on est pleinement propriétaire, il y a pas mal de bâtiments sur lesquels on a des baux, transmis payés par la ville ou par l'État. Du coup, on a peut-être un petit peu plus de souplesse que vous, forcément. On a des opérations plus ou moins bien équilibrées, mais certaines qui vont en équilibrer d'autres. On a des critères financiers à respecter, un retour trésorerie positif au bout d'un certain nombre d'années, 40, 45 ans, et parfois ça va être 50 ans. Et on va pas se dire qu'on sacrifie quelque chose forcément par rapport à l'aspect financier. On va essayer de voir... on a des prêts bonifiés adossés sur le taux du livret A. Donc, si les taux varient, on va renégocier des prêts. Sur tout ce qui est labels environnementaux, la Caisse des dépôts, elle a une pléthore de prêts qui sont proposés. Donc, ça, c'est pareil. On regarde. Enfin, il y a un peu plus d'ingénierie financière, je dirais, qu'avant chez les bailleurs sociaux. Enfin, en tout cas, chez nous. En lien avec les exigences environnementales, mais aussi parce qu'on a des financements derrière. Je parle des prêts, mais il y a aussi des subventions de la ville. Et donc, en fait, je pense qu'on sacrifie pas, enfin, en tout cas, dans le neuf, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'architectes qui travaillent avec nous qui vont avoir l'impression que leurs projets sont déshabillés. On essaye vraiment de trouver des solutions pour conserver ce qui a été choisi en concours. Après, par rapport à ce que vous disiez sur l'image, c'est vrai qu'il peut y avoir, nous, c'est des jurys avec vote, et donc c'est rare que le maire dise je veux ce projet-là. C'est des choix, un vote, donc c'est pas et puis il y a un débat avant et on explique, les projets sont mis en avant, mais on a souvent des remarques sur oui, tel projet, c'est celui qui s'en sert le mieux, etc. Mais au niveau des logements, l'usage est vraiment regardé systématiquement sur tous les projets en concours. Il n'y a pas du tout que l'image, il y a le coût, l'image et l'habitabilité des logements, et on va faire retenir un projet et pouvoir faire un retour au maître d'œuvre en lui disant on veut que vous modifiez vos logements, il y a tel autre projet, on a vu que c'est possible de faire tous les logements traversants, on leur donne, on choisit, mais c'est oui, mais, et on demande au maître d'œuvre d'adapter son projet pour essayer d'avoir un usage meilleur des logements. Et puis après, sur ce que nous proposent aussi les architectes, où on a des cahiers des charges, mais qui restent, on laisse pas mal de place aux architectes pour nous faire des propositions. Ils vont avoir des solutions d'espace un peu hybride, un couloir un peu large. Ils vont nous dire, là, on peut en faire
mettre un bureau, enfin utiliser les mètres carrés, ce que vous disiez tout à l'heure, utiliser chaque mètre carré et avoir, alors on reste quand même dans des logements classiques, hein, chaque pièce a une définition bien précise. La chambre c'est la chambre, le séjour c'est le séjour et la cuisine c'est la cuisine et on peut pas inverser. On n'est pas dans une, on n'a pas encore, on commence à y réfléchir hein, avec certains archis, mais ça reste voilà, les pièces sont normées. En revanche, il y a voilà des propositions d'aménagement avec certains architectes qui sont vraiment particulièrement attentifs à l'usage et à cette question-là, et moins à l'image. Je préfère travailler avec cela. Alors c'est intéressant. J'aimerais bien qu'on rentre un petit peu peut-être dans les pièces mais dans une perspective un peu prospective justement. Donc soit de ce que vous remonte des locataires, soit de ce que vous demande des acquéreurs, soit de ce que vous architectes vous imaginez. Tout à l'heure on a parlé de la cuisine ouverte, fermée, fermable ou pas. Là j'entends quelque chose sur la détermination des pièces. Est-ce qu'une pièce ça s'appelle une chambre ou est-ce qu'une pièce on pourrait en faire autre chose, et est-ce qu'on a besoin dans les plans de mettre chambre 1, chambre 2, salon, ou alors de laisser peut-être les gens imaginer. Après, on les empêche pas hein, de faire ce qu'ils veulent, mais ça détermine un peu l'usage du logement. Et est-ce qu'il y a des innovations, parce que finalement on habite depuis beaucoup d'années. Est-ce qu'il y a des innovations et d'où elles viennent? Est-ce qu'elles sont liées à la crise climatique? Enfin, on l'a un peu abordé, mais peut-être de manière un peu plus précise. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent radicalement changer dans la façon dont on habite et du coup dans la façon dont on conçoit les logements? Qui est-ce qui veut se lancer? Alors, moi, j'aimerais peut-être Raphaël pourra nous parler de... Et Raphaël peut nous parler de quelque chose dont on parle pas, c'est le rangement. Ouais, par exemple. Voilà, le rangement, c'est un petit détail tout bête, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les logements que l'on crée, on sait pas ranger. Donc toi, tu proposes dans tes plans des espaces de rangement dans des espaces morts entre guillemets. Ça me paraît quelque chose d'intéressant. Et puis la question de peut-être que à la fois Lucille et Laura peuvent nous parler aussi de la flexibilité. C'est vrai que quand on dit les pièces ne bougent pas, et on voit bien que la famille qui change une semaine sur deux, pourquoi est-ce que les pièces ne bougent pas? Comment est-ce que les acquéreurs ils ont cette demande? Est-ce qu'ils savent se projeter sur les plans ou pas? Oui, c'est bon. Alors, la question du rangement, elle est intéressante parce qu'elle elle va titiller plusieurs sujets. On a parlé des surfaces. On n'a pas encore parlé des hauteurs aussi. Et il y a des rapports sur le logement qui disent qu'un bon logement aujourd'hui, c'est un logement plus grand, plus haut, etc. Et en même temps, on a dit aussi le contraire. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est de la matière, ça a un coût, c'est des loyers qui sont indexés sur la surface, etc. Il y a ce vrai paradoxe. Et moi, je me dis aujourd'hui, peut-être que l'exercice pour les architectes et maîtrises d'œuvre, c'est de rendre le logement plus grand qu'il n'y paraît. C'est un exercice, un vrai exercice spatial. Et la question du rangement, elle est majeure. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'on a des mètres carrés qui sont alloués à ranger des choses, à des meubles, on a des fringues, on a des valises, etc., qui prennent des mètres carrés dont on ne sait pas quoi faire. Avant, il y avait des celliers, on en fait de moins en moins. Je pense qu'il faut les réhabiliter. Il y avait des caves, mais pareil, on en fait de moins en moins, qui sont toutes les affaires dont on a hérité aussi. Hein. C'est dont on veut pas se débarrasser, qu'on veut garder toute notre vie, et qu'il faut ranger. Et je pense que la question du rangement, elle est hyper intéressante. Et nous, on l'a imaginé sur quasiment tous les projets. Il y a un projet où on en a fait beaucoup, c'est un projet notamment pour la RIVP à Cévennes, où on a produit des petites surfaces. Et on a des T3 qui pouvaient faire moins de 60 mètres carrés, qui fonctionnent pas trop mal, je trouve. On a quand même une cuisine qui est pas petite, etc. Mais il y avait surtout beaucoup de rangements et des rangements intégrés.
Alors, chaque maître d'ouvrage, quand on leur montre ce qu'on fait sur les logements, ils disent oui, ça coûte cher. Je leur dis oui, mais ça coûte pas aussi cher que de construire des mètres carrés avec des fondations et des murs, etc., qu'on va devoir chauffer. Et donc, on essaie d'imaginer des espaces suspendus, des rangements intégrés un peu partout. Et donc, on est assez pointilleux jusqu'à en dessiner la porte pour que quand la porte est fermée, c'est pas une porte de placard, c'est qu'on oublie le placard et que ça redevient un mur qui prend la lumière, etc. Et donc, on va faire ce qu'on appelle des greniers. C'est-à-dire que quand vous avez un logement qui fait 2,50 m dans les couloirs, on va rabaisser à 2,10 m et on va faire plein de lieux dans les dégagements un peu partout où vous allez ranger plein de choses. Et il y a un logement, un jour, on a fait un rangement tellement grand qu'on pouvait mettre une planche à voile. C'était assez drôle, mais ou toutes les valises. Mais ça a quand même la qualité de dégager tous les autres espaces de ce qui est encombrant, et qui arrête la lumière de rentrer aussi, etc., ou de circuler, ou de mettre une chose plus intéressante comme un bureau ou un piano ou n'importe quoi. Et sur nos logements, maintenant, on va même plus loin. On ne prévoit pas forcément le rangement, mais on prévoit des alcôves. Alors, j'avais prévu une slide là-dessus. Oui, elles sont en train de passer. Voilà, il y a un logement. Alors, je sais pas, il y avait un logement pour un promoteur. Je sais pas, on va aller encore après, à l'image d'après, voilà. Je sais pas, non, vous avez peut-être. Voilà, ça c'est intéressant. Ça, c'est une alcôve qu'on a prévue et on avait dessiné des plans. Et donc, ça correspondait à des meubles Ikea. Donc, ils pouvaient acheter les meubles Ikea, les encastrer. On a bien cette idée que le logement, la pièce garde toute sa largeur et qu'une pièce de 4 mètres ou 3,60 ne devienne pas 2,50 parce qu'on a mis une grosse armoire. Et donc, c'est une alcôve qui a une dimension standard. On avait donné des plans, donc les gens pouvaient acheter, faire découper et les assembler eux-mêmes. Et le promoteur m'a dit, je trouve ça intéressant, moi je vais faire quelques exemples avec un aménageur et les gens peuvent acheter ce meuble peut faire à la chaîne. Alors ça, c'est l'exemple de la promotion, mais dans le social, par exemple, on imagine des choses plus simples avec plein d'étagères suspendues. Alors, je ne sais pas si on a des images un peu après, peut-être. C'est allé trop vite. Encore avant. Excusez-moi, je ne sais plus où c'est encore avant. Encore avant. Ça marche plus. Voilà, très bien. Ça, c'est le projet pour la RIVP, rue des Cévennes, où il n'y a pas de cloison fine, c'est que des cloisons épaisses qui ont des fonctions au-dessus, latérales, etc. Et on aime bien mettre, par exemple, dans une chambre, non pas la porte de placard dans la pièce elle-même, mais dans le passage pour entrer dans la chambre qui fait qu'on dégage les murs pour pouvoir y mettre un lit ou un bureau. Voilà, c'est des petites choses, mais qui fait que même une petite pièce, elle retrouve finalement une forme de confort. Quand vous avez parfois une chambre très contrainte, ça peut arriver de faire des chambres de 9 mètres carrés. On a intérêt à ce que les 9 mètres carrés soient bien utilisés et que dès qu'on met une armoire, on puisse encore faire des... Voilà. Donc l'idée, c'est de ne pas mettre l'armoire et dans la chambre de 9 mètres carrés, d'avoir un très grand rangement qui s'imbrique avec un autre rangement de l'autre côté et de faire des rangements parfois plus profonds parce qu'on peut mettre des choses au fond du placard, etc., en second niveau, voilà. Donc on va prévoir plein d'étagères partout. Ça coûte un petit peu plus cher, mais en vérité, ça coûte moins cher que de rajouter des mètres carrés. Là, on vous montre un logement de mémoire. Le plus grand faisait 60 mètres carrés, le plus petit faisait 58. Et on avait des chambres des pièces qui étaient honorables, et on avait une vraie cuisine ouverte. Parfois, je sais que certains locataires les ont fermés et c'était pas un problème. Ils ont mis une porte. Bon, moi je trouvais ça dommage, mais c'est pas grave. C'est la vie des logements et certaines personnes avaient besoin d'une pièce fermée et ça pouvait fonctionner. Voilà, ils pouvaient ouvrir leurs portes. Ouais. Voilà. La vie des logements, très très important parce que c'est la vie des gens. Effectivement, une cuisine, elle peut être ouverte ou fermée, mais il faut qu'elle soit fermable, c'est-à-dire qu'elle ait une fenêtre. Je reviens sur les espaces modulables. Il y a des opérations aujourd'hui dans lesquelles il y a des attentes pour les gaines, il y a des doubles compteurs pour pouvoir éventuellement transformer un logement en 2 logements sans avoir à tout casser, etc., ou à tout refaire. Est-ce que du coup, quand vous expliquez ça à des acquéreurs, si jamais vous le faites, ça a un impact ou est-ce qu'on vous le demande En fait, quand on parle de modularité, pour moi, il y a deux schémas. Soit c'est des logements qu'on rassemble
d'autres qu'on peut diviser, et c'est-à-dire et anticiper le fait d'avoir 2 compteurs, anticiper des règlements de copropriété. Enfin, en fait, ça a des impacts également très forts sur des sujets administratifs, sur les questions des permis de construire. Combien on fait de logements, le nombre de places de stationnement adossées. Enfin, tout ça, c'est des choses qu'on commence de plus en plus à anticiper parce qu'on voit que c'est à la fois, c'est pas exprimé comme tel auprès des acquéreurs, mais c'est notre engagement sur l'évolutivité des logements qu'on propose. Ça, c'est le premier élément qui a un impact global. Ensuite, quand on met en commercialisation des logements, ce qu'on fait de plus en plus, qu'on fait pas systématiquement, mais je pense que c'est des éléments qui sont importants, c'est de proposer plusieurs plans sur un même logement. On parlait par exemple de la cuisine fermable ou pas. Déjà, offrir la possibilité de pouvoir fermer la cuisine à partir d'un nombre de pièces, c'est quelque chose qu'on fait de plus en plus. Mais on voit qu'il y a certains acquéreurs qui disent « Moi, je préfère avoir une cuisine ouverte dans mon salon et vous me transformez cette cuisine en chambre. » Parce que contrainte économique et de surface, c'est de dire « Voilà, je sais que je vais avoir un espace salon-cuisine plus compact, mais en revanche, j'ai besoin d'un espace supplémentaire pour faire un bureau, pour accueillir de la famille. » Et donc, l'objectif, c'est à chaque fois d'avoir différents plans et d'avoir une structure de bâtiment qui permettent ces évolutions. Et donc, on voit que ça, c'est de plus en plus accepté et en tout cas utilisé par nos acquéreurs. En revanche, il est vrai que la projection, quand on est dans un bureau de vente, la projection d'un plan papier en vraie vie, la quasi-totalité de nos acquéreurs ne sont pas habitués à lire des plans et ne savent pas. Et donc, c'est pour ça qu'on passe beaucoup de temps à meubler ces plans pour leur montrer concrètement où est-ce qu'ils peuvent mettre leur canapé, où est-ce qu'ils peuvent mettre leur meuble télé s'ils ont des télés. Et il est vrai que il y a un exemple, mais sur la question de l'habitabilité, c'est le positionnement du chauffage et des radiateurs, qui est à chaque fois un énorme débat avec nos clients, parce qu'en plus, quand on est en réseau de chaleur, on a des gros radiateurs, et parfois ils sont mal placés. Et donc là où on aurait pu mettre une armoire, et ben finalement on a un énorme radiateur. Et donc ça crée de l'insatisfaction client et c'est du détail qui fait que on vient un peu casser ce sujet de qualité sur le positionnement d'un radiateur qui découvre en gros au moment des premières visites de leur Ouais, dans notre étude sur la qualité du logement, nous, on avait 2 indicateurs. C'était la surface meublable, donc toute la partie qui n'est pas dédiée à une circulation, comme Raphaël disait tout à l'heure, et le périmètre meublable, c'est-à-dire le nombre enfin, la surface des murs sur lesquels il n'y a pas une porte, une fenêtre, un radiateur, etc. Et en fait, on voit bien que tout ça prend beaucoup de place. Il faut bien le mettre quelque part, néanmoins. Mais alors, dans le logement social, quel est l'avenir d'espaces nouveaux, enfin, est-ce qu'il y a des espaces nouveaux envisageables, communs peut-être Alors communs, oui, sur la modularité, je reviens rapidement dessus, mais nous c'est compliqué puisque nos logements sont conventionnés pour 50 ans et donc on a un T3 de 60 mètres carrés qui doit rester un T3 sur toute la durée de la convention. Donc là-dessus, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. En revanche, on a une réflexion liée à la démographie sur le vieillissement, et là un projet alors qui est en étude, qui démarre tout juste, mais où c'est une restructuration dans la ZAC Piton du Vernois de tours existantes qui ont été vidées, qu'on restructure totalement et où on prévoit 2 étages sur chaque tour où il va y avoir des logements dédiés à des seniors. Donc là, après, ça pose des questions de comment on va les attribuer, etc. Mais en tout cas, une réflexion différente de la part de l'architecte auquel on demande de pas concevoir ces logements-là comme des logements familiaux classiques, mais des T2, T3, avec peut-être une pièce pour un aidant ou un T2 avec où on peut très largement ouvrir la chambre sur le séjour pour des personnes qui vont être alitées et pas beaucoup sortir pour qu'elles aient justement plus de lumière que dans un logement classique. Donc voilà, une réflexion qui est vraiment différente liée au vieillissement de la population. Mais du coup, sur la modularité, on est assez contraint. Sur les espaces partagés, vous voulez que je vous fasse un petit topo là-dessus sur ce qu'on a fait, ce qui a marché, pas marché. Donc je vous ai mis quelques slides assez rapides avec donc l'adresse, l'archi, c'est la date de livraison en haut. Donc là, un programme livré en 2017, les études ont dû démarrer en 2010. C'est toujours très vieux, on peut dire, qu'en promotion, mais c'est toujours très long de sortir un projet. Donc ça, un concours qui a dû démarrer en 2010 avec nos époux boulevard d'Avoue, juste à côté de la porte de Bagnolet.
Et donc, c'est une demande de la ville en cours de route de végétaliser, on est vraiment le long des maréchaux, à côté de la nouvelle piscine, de végétaliser davantage le projet et de prévoir des espaces communs partagés au niveau de la terrasse. Donc c'est ce qu'on voit ici, et avec une serre. Donc la serre, c'est l'espèce. Il y a des maisons, enfin des équivalents de maisons sur le toit qui sont des logements sur les autres parties de l'immeuble. Et donc à un endroit, une partie d'une des maisons a été dévolue à une serre, alors qui s'ouvre totalement vitrée, qui s'ouvre complètement, avec possibilité de faire des boutures, et toute la terrasse devant, ce qu'on voit là, qui est vert et qu'on voit sur le plan, en terrasse partagée pour les locataires. Ça a été livré en 2017. C'est dommage parce que ça ne marche pas pour diverses raisons. Au début, il y a une association qui a géré ça. Il y a 68 logements là sur cet immeuble, donc c'est assez gros. Une association extérieure qui a géré l'espace la première ou les 2 premières années, et là ça a fonctionné. Mais ensuite, il n'y a pas eu de collectif qui a pris. C'est un espace qui est assez vanté, donc peut-être que ça avait été pas vu initialement, mais où finalement, c'était pas très agréable d'aller sur la terrasse à cet endroit-là. Je vous l'ai mis quand même, mais je trouve ça vraiment dommage. Enfin, en fait, c'est pour montrer aussi que parfois ça marche pas. Donc, on cherche encore à faire venir d'autres associations, mais bon, faut les subventionner. Enfin, ça a un coût. On a, je sais pas, les autres bailleurs aussi ont ça, hein, du développement social urbain. Donc, dans tous les territoires parisiens, des personnes qui s'occupent d'essayer de faire vivre ces espaces, travailler avec les locataires. On a beaucoup de logements, donc c'est compliqué de s'intéresser, d'arriver à faire vivre tous les espaces qu'on a comme ça. Et celui-là, c'est le premier que je vous montre, il a pas marché, mais peut-être peut-être juste un autre qui a fonctionné. Alors voilà, après il y en a, donc ça sur 10 rue Saint-Dominique, c'est l'îlot Saint-Germain. Donc on est dans le 7e arrondissement, il y a une vue incroyable sur Paris. Là, je vous ai mis la vue de la terrasse, pas la vue de Paris, mais... Et là, c'est alors les architectes François Brugel et H2O avaient proposé au concours d'avoir des espaces partagés accessibles. Il y a le ministère, les bâtiments qu'on a, c'est la partie à droite du plan, la jaune, et à gauche, en blanc, c'est le ministère des Armées. Le ministère des Armées avait des contraintes assez fortes. Pas prendre en photo leurs bâtiments, faut pas qu'il y ait de vues. Des vues, on en a forcément, mais il y a des questions de sécurité assez importantes. Et donc, on avait plutôt écarté ce sujet de terrasse partagée. Et puis, au moment où on fait le témoin, la visite du logement témoin, on monte sur la terrasse, et alors là, les élus parisiens disent « Mais elle est accessible, cette terrasse, n'est-ce pas ?» Donc, on se regarde tous, on dit « Mais oui, bien sûr !» Il était encore temps de monter une des cages d'escalier et l'ascenseur, et donc on a un petit bout, alors c'est compliqué parce qu'il y a quand même beaucoup de VMC, de réseaux de tripaille, quoi, mais on a 60 mètres carrés là qui est accessible aux locataires et qui vient d'ouvrir. Là aussi, ça a été compliqué, c'est un site qui est livré depuis 2023. Là, il y a une amicale qui s'est formée, qui est très active, qui fait tout un tas d'autres choses, et donc on a vraiment bon espoir que ça marche. Il n'y a pas d'association, donc là la clé, elle est remise à l'amicale de locataires. On va voir comment ça marche, ça vient d'ouvrir, mais voilà, il faut faire des activités type yoga, lecture. Donc ça c'est nouveau, on espère que ça va marcher. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai mis, Télécom Paris, je crois. Ouais, juste un dernier très rapidement. Ouais, celui-là, c'est de l'agriculture urbaine. C'est les anciens locaux de l'école de télécom dans le 13e arrondissement, où la ville nous a demandé en cours de chantier de prévoir de l'agriculture urbaine sur les toits. Alors là, c'est un projet assez, donc c'est livré en 2024, un projet assez intéressant où il y a donc une grande, vous voyez là, le petit plan, une grande partie d'espace dédié à l'agriculture urbaine. Le modèle, c'est que ça a été proposé aux locataires, il y a 120 logements. Les parcelles, c'est des parcelles, c'est vraiment au niveau du sol, hein, ce que vous voyez sur la photo en bas. Les parcelles ont été divisées en parcelles de 2 à 20 mètres carrés, grosso modo, parce qu'on n'était pas sûr de trouver suffisamment de preneurs. En fait, on aurait pu faire plus de petites parcelles parce qu'il y a pas mal de locataires qui sont frustrés de ne pas en avoir. Et elles sont louées aux locataires, hein, donc c'est 1,50 € ou 2 € par mètre carré et par mois, et ce loyer nous permet de faire venir une association qu'on paye du coup au moins les premières années pour lancer donc là ça marche très bien ça, pour lancer le dispositif. Il passe dans les moments importants pour vérifier que tout va bien, arroser s'il y a eu des problèmes, planter, proposer des petites plantations, et ça ça marche très bien, et ça crée même des frustrations des locataires qui n'y ont pas accès. Merci beaucoup. Alors, on arrive au terme de cette conférence, malheureusement, mais on pourrait en parler pendant
quelques jours, je pense, voire quelques années. Peut-être un mot de conclusion de chacune d'entre vous, mais alors hyper rapide. En fait, sur ce titre, hein, bon bilan, bon plan, on l'a évoqué, mais peut-être pas suffisamment. Est-ce qu'on peut faire les deux? Alors, Le moi, silence est éloquent. moi, je dirais que c'est compliqué et ce qui est encore plus compliqué, c'est qu'on a parlé presque que du logement neuf et qu'aujourd'hui, on va plus restructurer ou transformer qu'on ne va construire. Et donc, ça va devenir encore plus compliqué. Je pense que ton étude l'a montré lorsque les étudiants se sont penchés sur ce bâtiment à transformer. Lorsqu'on doit transformer un bâtiment, par exemple, on travaille avec une épaisseur qui existe déjà, on travaille avec des circulations verticales qui existent déjà. Et donc, cette question, elle va être encore plus complexe. Et je pense que le seul moyen d'y arriver ou d'essayer d'y arriver, c'est le dialogue au départ, c'est-à-dire comment on construit le projet en amont et tout ce travail d'échange entre l'architecte et le maître d'ouvrage. On voit que souvent les architectes apportent des solutions, les maîtres d'ouvrage aussi, et cet échange est absolument nécessaire. C'est vrai que la création de valeur, elle est beaucoup plus compliquée de valeur en euros, hein, est beaucoup plus compliquée quand on fait de la réhabilitation parce que le logement qu'on rachète ou le bureau qu'on transforme a déjà un coût qu'il faut amortir, un coût de démolition, un coût de dépollution, un coût de reconstruction, etc. pour un coût final de vente qui n'est pas forcément beaucoup plus important. Donc c'est beaucoup plus compliqué effectivement. Et Raphaël. Plan bon bilan. Alors, côté maîtrise d'œuvre, c'est toujours difficile de faire le bilan. D'abord parce qu'on ne connaît pas toujours le bilan. On ne connaît pas le montage et on ne connaît pas les résultats et on est rarement là derrière, si ce n'est que pour les problèmes. Donc, on n'a pas beaucoup de retours. On essaie d'en avoir, mais après, bon plan, bah, c'est notre travail, oui. On améliore nos plans, en tout cas, et à chaque fois, on essaie d'être à l'écoute des évolutions sociétales de plus en plus. Bah, encore une fois, là, ce matin, on entend des choses, j'ai lu le rapport, on est toujours friand de tous ces feedbacks sur le logement pour, dans nos ateliers, dans nos petites cuisines architecturales, voilà, faire que le logement soit un logement capable. D'ailleurs, je rebondis sur une chose. Des questions qui nous étaient posées à un moment en préambule de cette préparation, c'est sur les pistes. Je rebondis sur une chose qui m'a vachement intéressé il n'y a pas longtemps, c'est les logements capables à Bordeaux. Hyper intéressant, je trouve. Et je pense que c'est intéressant de les analyser, de voir ce qui en a été fait. C'est-à-dire que de concevoir le bâtiment non pas comme une chose figée, avec des cloisons, etc., mais des volumes où on peut faire plein de choses dedans, mais avec une armature de dégagement, etc., un schéma très simple, et de continuer avec l'habitant dedans. Ça, ce serait intéressant. Ça, il y a une vraie piste pour moi à travailler. Merci. Et pour compléter aussi, pour participer à la conclusion, je pense le temps des projets, le temps de la construction, on voit qu'il s'allonge fortement. Un projet simple aujourd'hui met 5 ans, un projet complexe peut en mettre 15. Et entre le moment où on imagine un projet et au moment où on le livre, en fait, les gens, ils ont eu 3 vies. Et donc, comment on accompagne en fait l'évolution sociologique et démographique de la société en lien. Et je pense que nous, notre prochain enjeu collectif, ça va être l'intelligence artificielle qui arrive très très vite. Et aujourd'hui, quel va pouvoir être l'impact sur les modes de vie de chacun d'entre nous et quel va être l'impact sur nos logements. On le voit à une petite échelle. Je suis en train de livrer une opération. J'ai un problème. J'ai pas de réseau. J'ai la fibre. J'ai pas de réseau téléphone parce qu'on a dû enlever une antenne relais et que personne ne veut d'antenne relais. C'est un énorme problème en termes de qualité de logement. Ça va être mon enjeu de la semaine prochaine. Et donc, c'est là où il faut qu'on arrive aussi à faire évoluer notre approche sur la qualité du logement en lien avec l'accélération de l'évolution des modes de vie.
pour répondre directement à ta question, je pense qu'il y a aussi une histoire un peu d'œuf et de poule entre le bon plan et le bon bilan. Je pense que s'il n'y a pas de bon bilan, il n'y a pas de bon plan, parce que s'il n'y a pas de bon bilan, il n'y a pas de logement. Je crois que côté promoteur. S'il y a eu des bons bilans sans bon plan, non, j'ai pas il y en a eu terminé. plein. Si un promoteur, quand je dis bon bilan, en tout cas, s'il n'y a pas un bon bilan qui tourne, il y a juste pas d'opération, donc pas de logement. Et inversement, je pense que s'il n'y a pas de bon plan, il n'y a pas de bilan non plus, parce que là, on a beaucoup parlé du neuf, comme tu disais, Céline, mais en fait, le marché de l'immobilier, la part du neuf dans ce qui se vend, c'est très minime. C'est-à-dire que les logements neufs qu'on réfléchit aujourd'hui, ils sont en concurrence avec tout le marché de l'existant. Quoi qu'on dise, ici, ils se vendent beaucoup d'appartements, beaucoup d'anciens qui sont très bien conçus ou à minima beaucoup mieux placés, et donc sur lesquels des acquéreurs vont se projeter plus facilement si finalement ce qui leur est proposé dans le neuf ressemble à rien. Donc je pense que c'est un peu des deux, et en tout cas il faut avoir la volonté d'essayer de tenir les deux rênes pour faire avancer ces sujets qui sont très complexes, comme tu l'as dit. Du coup, moi, je reviendrai sur la réhabilitation, peut-être parce qu'effectivement, surtout nous, à Paris, on n'a pas ces contraintes de 15 mètres et de parking et tout ça. On est plutôt contents. Mais le véritable enjeu, il y a encore des AC avec des programmes très ambitieux et vraiment très intéressants, mais c'est vraiment la réhabilitation et la transformation d'usage, hein, bureaux ou locaux d'enseignement, comme c'était l'exemple là, à transformer en neuf, avec le fait de faire des bâtiments économes, sobres, de trouver les qualités, parce que finalement, les contraintes de ces bâtiments-là, les transformer en atouts, c'est ce qu'on... Alors, s'ils font 18 mètres d'épaisseur, c'est compliqué, mais au final, sur toutes les transformations qu'on a faites, y compris les parkings, on a la question de la hauteur, peut-être dans les parkings, qui est un peu faible, mais et encore, on en a... Là, on a beaucoup de transformations qui se font et avec des logements qualitatifs. Donc, je pense que c'est vraiment la sobriété, le réemploi aussi. On en a parlé sur la qualité intérieure de l'air. Tout matériau réemployé, il est moins polluant qu'un matériau neuf. Et puis, nous, c'est vraiment faire du retour d'expérience de locataires pour améliorer les usages de nos futurs logements, et sur ces espaces partagés où, voilà, ils rapportent rien, ils sont censés servir à tous, et on voudrait vraiment qu'ils servent à tous, que ça amène du mieux vivre ensemble dans une société qui, en ce moment, en a sacrément besoin. Donc, voilà. Merci beaucoup. Alors, on va arrêter là parce que c'était notre engagement de terminer à 10h30. Céline, juste un tout petit mot pour dire que notre prochain sujet sera sur le logement différencié. Parce qu'en fait, on a parlé du logement spécifique. Enfin, chacun a son mot. Oui, voilà. Oui, mais il y en a un. Et voilà, le logement aujourd'hui, c'est beaucoup plus large que le logement familial. Et donc, notre prochain sujet sera sur tous les autres typologies de logements, ce qui sera aussi intéressant puisqu'on voit que lorsqu'on transforme, assez souvent, on fait des logements qui sont justement pas des logements standards, entre guillemets, et on doit inventer d'autres typologies de logements. Alors, souvent, d'un point de vue économique, on va faire du logement étudiant ou du logement ou de la résidence. Et donc, comment est-ce qu'on fait du bon logement spécifique? Voilà, ce sera notre prochain sujet. Merci. Merci beaucoup, et toutes les études en ligne sur ideal.fr comme d'habitude. Merci, bonne journée.